Bienvenue, Monsieur Mayer, et merci pour votre temps pour cette interview. Monsieur Mayer est vice-président pour stratégie cloud, stockage et middleware chez Red Hat. Et je voulais lui poser quelques questions sur le cloud, comme le cloud est une des thèmes de la mêlée numérique cette année. Donc la première question, Monsieur Mayer, qu'est-ce que Red Hat veut dire avec le Open Hybrid Cloud? Déjà, je vous remercie de me convier à cet entretien. Effectivement, je m'occupe du cloud, évidemment, et des produits émergents et nouvelles technologies chez Red Hat, en IMIA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, et je suis chez Red Hat depuis 13 ans, donc j'ai un petit peu de bouteille dans le monde open source et chez Red Hat. Alors, effectivement, Red Hat a lancé sa stratégie Open Hybrid Cloud. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a 3 mots importants, en fait, sur Open Hybrid Cloud. Il y a évidemment le mot cloud qui est beaucoup utilisé, beaucoup galvaudé, mais qu'on peut redéfinir comme étant quelque part une nouvelle génération d'infrastructures du data center et des systèmes de production informatique, où ça va par la dématérialisation, quelque part, de la puissance de computing, de stockage et de réseau, et que ce soit à l'intérieur du data center, et c'est ce qu'on appelle le private cloud, que ce soit, donc on est dans son environnement privé et dans son propre environnement de sécurité. Ça peut être aussi à l'extérieur, et donc on a des public cloud providers qui offrent à travers des connexions distance des capacités. Et donc le hybrid cloud, ça veut dire que cette notion de nouvelles infrastructures pour le computing se trouve aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre data center. Le fait d'être hybrid, ça vous permet de dire je vais pouvoir utiliser aussi bien ces ressources-là, intérieur-extérieur, et de voir ça comme étant finalement qu'une seule ressource. Et donc c'est la notion de hybride qui fait ça. Donc par exemple, des notions de débordement, si on est en manque de capacité, on peut imaginer, par exemple, un site d'e-commerce qui a beaucoup d'activités dans la période de décembre, au hasard, qui n'a pas besoin, du coup, de surdimensionner ses besoins informatiques. Elle a besoin de beaucoup moins. Elle va être capable d'aller utiliser des ressources à l'extérieur, et de manière identique à ce qu'elle fait chez elle en interne. Donc c'est ça cette notion de hybrid, en plus de la dématérialisation du cloud. Et enfin le côté open, ne pas sans savoir que Red Hat est une société open source, c'est-à-dire qu'on est né avec l'open source et grâce à l'open source, et notre métier c'est d'abord de contribuer à l'open source. L'open source ce n'est pas un business model, c'est un modèle de développement logiciel et d'innovation qui se fait de manière collaborative et contributive au sein de communautés. Et tout l'ensemble des composants que Red Hat propose pour monter ce service hybrid cloud se fait à travers des composants totalement open source et à travers de projets communautaires. D'où la proposition de Red Hat de proposer aux clients, aux institutions, des Open Hybrid Cloud. Bon, monsieur, merci beaucoup pour cette explanation, c'est très intéressant. Et si on va un peu plus loin que ça, quelle serait votre vision de l'évolution du cloud dans les années qui viennent? Intéressant, parce que faire des prévisions, j'espère qu'on ne reverra pas ce que j'ai dit peut-être dans quelques années, puisque si ça se trouve, c'est complètement faux, mais comme je l'ai dit, on est aujourd'hui, je pense, le cloud, et en fait, cette évolution d'infrastructure, c'est une certaine révolution, comme il y a eu, il y a pas mal d'années, au tout début, il y avait le mainframe, c'est-à-dire qu'on avait des gros systèmes centralisés, propriétaires et d'un seul fournisseur. On a une première révolution qui a été les architectures ouvertes avec les modes client-serveur. On a eu la révolution grâce à Internet des architectures, on va dire, à client léger avec le web, les navigateurs.
Et là, aujourd'hui, on a une révolution sur l'infrastructure des data centers et des ressources que Internet permet de faire. Euh, et donc, on a déjà cette mise en place-là à faire. Je pense que la tendance qui va y avoir à l'avenir, c'est que on ne va pas du tout se rendre compte de l'endroit et comment on consomme euh, les, les applications, les objets connectés à terme. C'est-à-dire que on va pouvoir utiliser, que ce soit à partir d'un téléphone, une tablette, d'un ordinateur, et je pense même d'une voiture. J'étais il n'y a pas longtemps dans une voiture électrique d'un fabricant américain bien connu et leader sur son marché. À l'intérieur, on a un écran qui est plus grand que celui d'un portable et il n'y a pas un bouton puisque tout se fait par l'écran tactile. Et la voiture est pratiquement entièrement connectée. Et donc, on parle beaucoup de l'Internet des objets connectés. Ça veut dire que tous ces objets consomment de la bande passante, évidemment, mais consomment du computing power énormément, réseau, stockage, etc. Et donc, ça va multiplier partout les capacités de traitement, de stockage, et pour l'ensemble de ces objets. Et on va de plus en plus dématérialiser les ressources. Donc, le futur du cloud, effectivement, je le vois par une évolution de son data center à l'extérieur, à l'extérieur du data center des entreprises et d'une manière très hétérogène entre les cloud providers. Ce ne sera pas un ou deux, mais on va vraiment consommer partout et on ne saura pas où on consomme. Mais ce qui veut dire que les systèmes embarqués deviennent de plus en plus importants dans ce modèle, on dirait. Oui, je pense que si vous regardez les utilisateurs aujourd'hui de technologie, on ne fait plus attention finalement à l'infrastructure sur laquelle ça tourne. Vous savez probablement pas sur lequel système d'exploitation et matériel et le mail serveur qui vous permet de faire des mails toute la journée fonctionne, ni la passerelle de gateway, enfin la gateway SMS de votre opérateur télécom. Et donc je pense qu'il y a une banalisation de l'infrastructure, ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas critique, puisque typiquement si son serveur de mail tombe pendant quelques heures, on est tous en panique aujourd'hui, pratiquement. Donc justement cette dématérialisation fait en sorte que ça devient de plus en plus critique parce que c'est quelque chose du quotidien. Et donc, le fait que tout soit connecté et ait besoin de ressources fait en sorte effectivement que on ne va pas se préoccuper de ce qui est en dessous. Oui, ça peut être des serveurs, des systèmes embarqués, etc. Oui. Absolument. Et la ressource peut se trouver à l'autre bout du monde. Si le tuyau est assez gros pour passer les données, la capacité de traitement, les images, peu importe. Comme aujourd'hui, quelque part, si vous regardez il y a 100 ans, l'industrie devait être proche de chez vous, les problématiques de transport, de fabrication, de matériaux. Aujourd'hui, on arrive à envoyer des matériaux à l'autre bout du monde, les faire fabriquer, les transporter, etc. parce que les moyens permettent de le faire. Tout ça pour fabriquer peut-être mieux, moins cher, plus productif. On va avoir les mêmes problématiques. C'est ce que j'appelle finalement l'industrialisation de l'informatique. Bon, ça c'est un bon point pour finir cette interview. Je vous remercie pour votre temps et j'espère vous rencontrer prochainement en face-to-face. OK. Je vous remercie. Ce sera avec plaisir et au plaisir de se reparler à nouveau. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.